Buonasera, guten Abend, bonsoir. Wir haben heute mal wieder ein Rendez-vous ganz besonderer Art. Donc aujourd'hui, nous avons un rendez-vous Goethe de spécial parce que ce rendez-vous se passera en français et organisé avec l'Institut français de Bucarest. Et je remercie mon ami, le directeur Xavier Leroux, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation, tout comme Corinne de France, ici présente, qui, elle, se trouve, si je ne me trompe pas, actuellement à Berlin, n'est-ce pas, Corinne? Tout à Donc, fait. voilà, et ma première question que j'aime bien poser à beaucoup d'invités de cette série de débats, de présentations de livres, d'échanges en ligne serait: comment ça se passe pour toi, la pandémie? Alors la pandémie, ça a été finalement un temps, je dirais, de réflexion et d'écriture. J'ai eu beaucoup de chance parce que je me trouvais, dans un moment de ma recherche où j'avais accumulé pas mal, de matériel en archives, de littérature et comme beaucoup de rendez-vous, de cours ont dans un premier temps été, annulés, il y a 1 an finalement, j'ai eu pas mal de temps pour avancer un projet d'écriture, un projet de biographie et ça a été, personnellement, c'était aussi finalement, une façon de sortir de cette angoisse, qui nous entoure et que les médias nourrissent et de me concentrer sur un beau projet et d'avoir un travail d'écriture et de recherche. Ça m'a incontestablement, aidée à passer ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Oui, tu as parfaitement raison. Nous sommes tous ceux qui font des recherches, qui écrivent, qui publient, qui enseignent, qui sont invités dans des colloques, ont certainement pu profiter d'un certain temps de cette tranquillité relative, bien Relative. entendu, hein, hein, parce que il y avait d'autres soucis, et aussi d'autres challenges et défis. Mais c'est vrai, nous allons y venir tout à l'heure de ce travail de recherche. C'est pour ça aussi partiellement qu'on t'a invité ici, parce qu'on voulait qu'on aborde un sujet qu'on considère un sujet franco-allemand, ou moins très intéressant, un sujet aussi européen qui pose la question dans quelle mesure la mémoire souvent des guerres, mais aussi d'autres faits historiques. Cette mémoire peut être commune, c'est-à-dire ne pas seulement l'expression d'une nation, d'un pays, mais qui peut être commune, et dans ce cas-là, entre la France et l'Allemagne, et non seulement commune, mais peut-être aussi vue d'un angle commun, mais on va y venir dans un petit instant. Donc, tu as eu le temps de travailler. Alors, sur quoi tu travailles actuellement? Je le sais, mais j'aimerais bien que tu nous présentes donc ce travail que je considère comme étant particulièrement intéressant. Merci Joachim. Alors je suis en train d'achever la biographie d'une femme qui est une parfaite inconnue, qui s'appelle Françoise Frenkel, qui est née en 1889 à Piotrków Trybunalski, qui était encore à ce moment-là une petite ville de l'empire tsariste, et qui faisait partie des territoires polonais de cet empire. Et cette femme qui a grandi là, ensuite fait ses études partiellement en Allemagne, à Leipzig et à Berlin, puis en France au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis elle a décidé, dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, de s'installer à Berlin, où elle a tenu pendant des années, où elle a fondé et dirigé la première, sans doute la première librairie française de Berlin. Donc nous avons effectivement
une étrangère qui se meut entre la France et l'Allemagne, qui fonde cette librairie française à Berlin qu'elle tient jusqu'en 1939, et c'est à la proximité immédiate de la guerre qu'elle se décide, au vu de la situation, à quitter l'Allemagne pour se rendre en France. Et en France, elle va être rattrapée aussi par les événements, se retrouver dans la France de Vichy, devoir plonger dans la clandestinité. Et elle va tenter de survivre, elle va réussir à survivre pendant ces années. Et elle va écrire ses mémoires, un ouvrage, Rien nous posait sa tête, qui sort en Suisse en 1945, qui a, il faut bien le dire, très très peu d'écho à l'époque, et qui est redécouvert un petit peu par hasard en 2015 par Gallimard, qui décide de le rééditer. Donc je vous le montre. Je crois que c'est un... Voilà, Françoise Frenkel, Rien nous posait sa tête. Et cet ouvrage est à ce moment-là traduit dans une dizaine ou une douzaine de langues. En 2016 apparaît une version allemande, Françoise Frenkel, Nix seine Haupt zu betten. Et donc elle meurt en 1975 à Nice. Elle reste à Nice après la Deuxième Guerre mondiale. Et cependant, elle reviendra encore au moins à 3 reprises à Berlin à la fin des années 50, au début des années 60. Voilà, donc c'est un point de vue peut-être effectivement polonais, juif, sur une histoire franco-allemande. Justement, merci pour ce résumé intéressant sur cette personnalité. Et mm, tu as bien expliqué qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire franco-allemande, mais quelque chose de très européen, peut-être emblématique pour ce que Europe était au XXe siècle, donc avec les guerres, les génocides, les dangers. Et je pense elle a eu aussi, si je ne me trompe pas, beaucoup de chance beaucoup de chance à échapper aux persécutions des nazis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'elle raconte dans son ouvrage autobiographique de 1945, Rien nous posait sa tête. Pratiquement tous les chapitres, à l'exception du premier, sont des étapes de sa fuite ou de ce à quoi elle est confrontée dans la France. Alors en 1939, quand elle arrive, c'est comme réfugiée. Et puis, le régime de Vichy se met en place après la défaite de la France, et elle part se réfugier à Avignon, à Nice, et le régime de Vichy organise lui aussi les grandes rafles à l'encontre des Juifs français, mais surtout des Juifs étrangers qui ont pensé trouver refuge en France. Et elle échappe d'extrême justesse, avec beaucoup de chance, à la grande rafle qui est organisée en zone sud, qu'on appelle parfois à tort la zone libre. Elle n'est pas tellement libre, elle est sous le contrôle du régime de Vichy. Et donc, elle échappe à la grande rafle du 26 août 1942. Et à partir de là, elle est contrainte de plonger dans la clandestinité, elle vit dans l'illégalité, et sentant le danger qui se rapproche, elle tente de passer en Suisse, où elle a de la famille, où elle a des cousins qui sont prêts à l'héberger. Elle a cette chance d'avoir de la famille, mais pour ça, il lui faut quitter la France, et quitter de manière clandestine la France. La frontière est fermée, il est interdit aux Juifs, évidemment, de quitter le territoire. Et elle tente une première fois le 26 décembre 1942, peut-être a-t-elle pensé quand c'est une nuit de Noël, ou juste immédiatement après Noël, l'attention des douaniers, de la police se relâcherait, mais elle est arrêtée. Elle est arrêtée, donc elle est emmenée en prison à Annecy. Un procès s'ensuit. Et alors qu'elle s'attend au pire, elle est finalement condamnée à une peine relativement clémente, une quinzaine de jours de prison. Et elle va trouver le soutien en sortant de prison de réseaux de solidarité chrétiens. Elle est cachée dans un couvent, et avec l'aide de ce réseau, elle prépare une nouvelle tentative de fuite, et elle réussit
a passé clandestinement en Suisse en juin 1943 et elle arrête son récit de sa fuite au moment même où elle passe cette frontière. Et c'est en Suisse, une fois qu'elle est à l'abri, qu'elle commence à écrire ce récit autobiographique, ce témoignage. Et je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, elle était plutôt esseulée, seule, assez seule. Donc, elle partageait le destin de beaucoup de réfugiés qui avaient du mal à trouver ses repères. Et politiquement, je voulais te demander, est-ce qu'elle a adopté une position, politiquement parlant? Alors politiquement, Françoise Frenkel ne s'est jamais engagée. Dans, le premier chapitre de l'ouvrage, dont je viens de parler, de son autobiographie, qui est le seul qui n'est pas consacré à sa fuite, mais à la librairie française de Berlin, elle raconte un épisode, celui où, le président du Conseil français et son ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, viennent en voyage officiel à Berlin, en septembre 1931 et Aristide Briand passe à sa librairie, donc elle relate cette rencontre et Briand lui demande si elle a ouvert sa librairie qui s'appelle la maison du livre, si elle l'a ouvert pour participer à ce mouvement de rapprochement franco-allemand de l'entre-deux-guerres, qui est d'ailleurs très lié au nom de ce ministre, Aristide Briand, et de Mmh. Gustav Stresemann, côté allemand. Elle lui répond non, non, pas du tout. Moi, la politique ne m'intéresse pas. Je suis en dehors des considérations politiques. C'est la vie de l'esprit qui m'intéresse, c'est la littérature française qui est ma patrie. Et en fait, ça, c'est toujours son grand message. Et donc, elle se présente un petit peu comme une personnalité apolitique. Évidemment, l'histoire va la rattraper cruellement. Et après la guerre, elle évite encore souvent de prendre position, mais il y a quand même quelques thèmes qui deviennent pour elle majeurs, qui est le droit à l'existence d'Israël après la fondation de l'État en 1948. Ça, on sent que c'est une affaire tout à fait émotionnelle, une affaire de cœur pour elle. Et on la sent ambiguë, on va dire, pour s'engager dans le rapprochement franco-allemand. Je pense que pour elle, il y a un rapprochement politique qu'elle ne condamne pas, mais qu'elle regarde avec une certaine méfiance, une certaine appréhension. Et c'est aussi une affaire personnelle, et pour elle, c'est je dirais en tant que juive, peut-elle se rapprocher de l'Allemagne? Et ça, c'est une affaire qui, pour elle, est sans doute plus douloureuse. On peut saisir cela par sa correspondance avec la famille, parfois. J'ai évoqué le fait qu'elle revienne à Berlin à 3 reprises à la fin des années 50, au début des années 60, dans le cadre des demandes de réparation à l'Allemagne pour préparer son dossier. Elle va obtenir effectivement quelques dédommagements. Et là, on la sent dans les lettres qu'elle écrit à sa famille, on sent qu'elle est frappée par le miracle économique allemand, par cette reprise de la vie à Berlin, qu'elle est réservée par rapport à cela, mais qu'en même temps, elle aime Berlin. Ça se sent, et son neveu lui répond en lui disant: «Ah, je suis quand même content que tu reprennes le goût de Berlin». Donc il y a chez elle cette ambiguïté avec cet amour pour Berlin qu'elle a toujours eu, qu'elle a, je pense, encore d'une certaine manière à la fin de sa vie, et puis cette inquiétude à l'égard de ce que deviendra l'Allemagne après le national-socialisme. Le livre paraîtra cet automne, si je ne me trompe pas, la biographie? Voilà, la biographie est prévue effectivement Ouais. pour l'automne Tu 2021. Voilà, tu vas nous lire maintenant, 2 petits extraits parce qu'il est toujours important, je pense que d'entendre les voix de Françoise Frenkel et aussi la tienne. Mais peut-être avant, une dernière question par rapport à la biographie, parce qu'après j'aimerais bien te poser quelques questions concernant les instruments que les Français et les Allemands ont développés pour, essayer de mettre en harmonie leur mémoire, leur histoire. Toi, en tant que biographe, est-ce que peut-être 2 questions. Tout d'abord, est-ce que tu penses que le fait que Françoise Frenkel soit une femme ait joué
dans le fait qu'elle ait été oubliée? Est-ce que parce que nous sommes tellement dans les débats maintenant pour valoriser aussi, par exemple, des questions de genre. Est-ce que ça a joué un rôle? Peut-être c'est trop spéculatif pour y donner vraiment une réponse, mais quand même. Et deuxièmement, toi, en tant que biographe, mais tu es aussi chercheuse, une chercheuse aussi, comment dire, tu écris de nombreux livres, de nombreux. Est-ce que tu te limites dans ce rôle de biographe à quelqu'un qui décrit les choses strictement scientifiquement, ou est-ce que tu te prends aussi des libertés de biographe essayiste, si tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu donnes de l'espace à l'interprétation de Françoise Frenkel? Merci pour ces 2 questions, Joachim. Alors sur la première, Fraenkel effectivement, on va dire n'est devenue que partiellement écrivaine en publiant Rien nous posait sa tête en 1945. Elle s'était déjà déclarée, et en particulier au moment de son arrestation, donc c'est un acte fort de volonté, elle s'était déclarée femme de lettres, elle qui avait jusqu'à présent été une amoureuse des livres et une libraire, mais au moment de son arrestation et de son procès, elle se déclare femme de lettres. Et ça, elle va véritablement le devenir en Suisse quand elle écrit son autobiographie. Mais cet ouvrage, publié dans une petite maison d'édition francophone suisse, est tiré à un nombre modéré d'exemplaires, à une petite diffusion en Suisse avec de bonnes critiques, mais pratiquement pas de diffusion en France, pas de traduction à l'époque, ce qui fait que l'ouvrage Rien nous posait sa tête, finalement, ne rencontre pas son public dans l'immédiate après-guerre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme? C'est une question difficile. On sait qu'il y a eu, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les survivants juifs ont écrit. Donc ça, il y a eu des témoignages. Le problème est plutôt dans la réception de ces témoignages. Est-ce que les sociétés avaient envie de lire le récit de ces drames alors qu'on sortait de la guerre et qu'on renouait avec une certaine normalité? Peut-être pas. Mais là, elle n'a pas été la seule confrontée à ce problème. Elle le dit d'ailleurs dans sa correspondance. Le public, son éditeur lui dit que son livre ne se vend plus. À l'étranger, les maisons d'édition n'ont aucune envie d'investir pour traduire cet ouvrage. Donc je pense qu'elle est victime d'un mouvement plus général. C'est aussi peut-être parce qu'elle est étrangère. C'est une inconnue, elle n'est pas connue en France, et en plus elle est étrangère. Donc elle augmente toujours les défis parce que cette étrangère qui est polonaise écrit en français, donc elle-même écrit dans une langue étrangère, et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait l'une des originalités, des spécificités assez extraordinaires de Fraenkel, c'est que cette femme écrivain écrit toujours en langue étrangère. Elle écrit soit en français, soit en allemand, mais jamais dans sa langue maternelle, qui est le polonais. Et donc peut-être le fait qu'elle soit une parfaite inconnue rend sa réception encore plus difficile. C'est aussi le récit d'une femme, enfin d'une juive qui n'a pas été déportée. Or, ceux qui sont sensibles à ces récits des survivants lisent peut-être les récits tout à fait dramatiques de ceux qui ont été déportés dans les camps de concentration. Elle échappe à cela parce qu'elle réussit précisément à passer en Suisse. Donc son récit est peut-être un petit peu à contretemps, et je pense que c'est peut-être là un début d'explication de cet oubli. En revanche, je pense que le fait qu'elle ait été une femme joue un rôle important dans sa redécouverte en 2015. On est certainement aujourd'hui plus attentif au récit d'une femme. Il y a eu sans doute moins de récits de femmes sur la survie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc un récit de femme, un récit d'une étrangère, un récit portant sur la France et l'Allemagne vu par un regard extérieur, ni français ni allemand. Et là, je crois que ça a été finalement un atout pour la redécouverte de son texte. Pour répondre à ta deuxième question, je dirais que j'ai travaillé
comme je sais le faire d'abord, on dirait comme historienne, c'est-à-dire qui travaille à partir de ses sources. J'ai rendu à l'éditeur une première version avec encore les notes de bas de page, comme il est traditionnel de le faire dans notre métier, pour bien renvoyer à chaque document, rendre compte de l'historiographie. Mais pour une écriture dans une collection littéraire, évidemment, il faut non pas du tout se trahir, mais s'adapter. Et donc, je pense que ce qui intéressait aussi la maison d'édition, c'était que j'arrive avec un récit qui soit un récit absolument pas fictionnel, où tout puisse être reconstitué. Et ma mission était finalement d'arriver par le récit ou par mon récit de Françoise Frenkel à montrer les documents. Peut-être à les montrer d'une façon différente que dans une écriture scientifique, mais donc de la citer assez largement, mais plutôt que de mettre l'accent sur l'analyse en tant qu'historien ou sociologue, on aime bien souvent mettre côte à côte des citations qui se contredisent ou qui divergent pour se livrer à une analyse en coupant donc le récit. On a cette liberté avec les temporalités, etc. Et là, peut-être pour cette forme d'écriture, je suis davantage un récit plus linéaire, mais qui est je dirais mon interprétation de Frenkel, donc qui est tout à fait un autre récit que celui que Frenkel a livré elle-même dans Rien nous poser sa tête, et qui est mon interprétation résultant de la diversité des sources et des documents avec lesquels j'ai pu travailler, puisqu'il y a non seulement les mémoires de Frenkel, la correspondance, d'autres documents inédits, mais aussi d'autres témoignages d'autres personnes, d'écrivains qui l'ont connu parfois, ou de survivants de Piotr Kouf qui ont pu donner des nouvelles absolument dramatiques du destin qui a été celui de sa famille restée à Piotr Kouf. Donc en multipliant comme ça les sources, et aussi les sources policières, les sources judiciaires, parce que dans ces dossiers de la police ou de la justice, on trouve ce que nous, les historiens, on appelle des égo-documents, c'est-à-dire des récits qui ont été formulés par Frenkel elle-même, mais par exemple l'interrogatoire avec la police ou l'entretien avec le juge, et on voit qu'elle livre des récits qui sont des récits de circonstances. Il s'agit pour elle de survivre, de sauver sa peau, et qui sont évidemment différents de ce qu'elle va raconter dans Rien nous poser sa tête quand elle est en sécurité en Suisse en 1943-44. Donc on essaie moi j'essaie de combiner ces différents récits, d'expliquer pourquoi elle ne peut pas dire la même chose à différents moments, mais d'avoir finalement de dresser un portrait de cette inconnue qui n'est pas le portrait de Frenkel par elle-même. Dis-nous encore d'où vient ce titre Rien pour poser sa tête. Alors ça, c'est tout à fait fantastique, parce que c'est le titre que Françoise Frenkel a proposé elle-même à son éditeur, G. Hébert, en Suisse. L'éditeur n'en était pas du tout convaincu, parce qu'il trouvait que ça ne permettait pas vraiment au lecteur de saisir son propos. Mais elle y tenait, parce que c'est une référence biblique de l'évangile de Matthieu. L'homme n'a rien nous poser sa tête, et elle a choisi cette citation biblique, chrétienne, un récit des évangiles, alors qu'elle est juive, mais sans doute aussi pour rendre hommage à tous ceux qui l'ont aidée pendant cette fuite, et qui sont tous non juifs. Elle y insiste d'ailleurs dans son avant-propos, elle leur rend hommage, et je pense aussi que c'était une forme d'hommage que de choisir ce titre. Je pense qu'elle-même a eu aussi peut-être à un moment donné une tentation chrétienne ou catholique, en particulier au moment où elle a été hébergée et protégée dans ce couvent en Haute-Savoie au printemps 1943. Elle a cette tentation, mais je pense que quand elle découvre très vite après la guerre, au plus tard, autour de 1947-1948, qu'elle a été le destin de sa famille entièrement assassinée, là, elle revient définitivement à ses racines juives.
On va entendre un petit extrait d'un texte qu'elle a écrit, si je me ne trompe pas, tu me le dis, en 1922, c'est bien cela ce que tu as nous as choisi? Oui, donc j'ai choisi, l'extrait d'un conte. Elle a écrit au début des années 20 une série de contes dits juifs ou polonais qui sont parus dans une, petite revue, juive en France qui s'appelait Foi et Réveil. Et donc en 1922, elle livre plusieurs contes, dont un qui s'appelle Son père. C'est extrêmement autobiographique et en même temps, c'est le seul conte dans lequel, elle ne dit pas «je». Dès sa plus tendre enfance, elle l'avait toujours vu occupé, toujours actif, toujours affairé, infatigable. Il ne vivait que pour les autres, pour sa famille, pour ses corélégionnaires, pour tous ceux qui sollicitaient son aide et son appui. Il donnait à sa famille l'aisance et le confort. Ses enfants étaient instruits par les professeurs les plus réputés. Leurs vêtements venaient de la capitale, leurs gouvernantes de l'étranger. Il les envoyait passer leurs vacances dans des villes d'eau à la mode. Lui-même vivait dans la plus grande simplicité, ne s'accordant que rarement le repos, portant des vêtements démodés, presque usagés. Il ne demandait jamais rien en échange de son dévouement. Juif ardent, son unique exigence était de voir tous les siens marcher dans la voie de la tradition juive, et il devait souffrir par cela même. Lentement, ses enfants se détachaient des habitudes qu'il leur avait inculquées, et il manifestait de l'indifférence pour ces traditions qui étaient sa vie à lui. D'abord, il lutta, mais bientôt il se referma dans sa douleur. Seules ses prières devenaient de plus en plus ardentes, et le jour du Kippour, les femmes de la synagogue se sentaient toutes émues lorsqu'il entonnait les prières de pénitence, tant son désespoir vibrait dans sa voix. Tout à leur projet et à leur vie, les enfants ignoraient le drame qui se jouait dans le cœur de leur père. Et un jour vint où elle lui dit son désir de partir pour l'étranger afin de continuer ses études. Il s'y opposa farouchement. Elle implora et menaça de s'en aller. Il céda, comme toujours. Pars, lui dit-il, puisque ton cœur n'est plus avec nous. Que Dieu te garde. Heureuse, elle se jeta à son cou, et dans un élan de tendresse, elle promit de revenir bientôt. Elle partit. Elle ne devait pas revenir dans sa ville natale. Elle revit son père le jour de son mariage. Il arriva de loin pour assister, selon les traditions, à cette cérémonie. Il vint, malgré tout ce que ce jour avait de douloureux pour lui. Si le père avait espéré que le mariage ramènerait un jour sa fille sur le chemin de la tradition juive, l'homme qu'elle avait épousé, étudiant comme elle, faisait évanouir ses espérances. Il ne lui adressa pas de reproches, de plus en plus taciturne et renfermé en lui-même. Mais la veille de son nouveau départ vers le pays de ses rêves, entrant à l'improviste dans la chambre de son père, elle le vit devant la fenêtre en tenue de prière avec son talis blanc et noir élimé par l'usage. Déférente, elle s'arrêta sur le seuil. Elle vit alors éclater la douleur paternelle. Voilà, donc Merci c'était beaucoup, un c'est extrait. oui, très impressionnant. Je pense qu'on a bien vu aussi les conflits transculturels qu'elle a qu'elle a eu peut-être elle-même en tant que juif de cette tradition comme ça. Pour cela, c'était vraiment un très bon extrait. Corinne, on avait prévu aussi d'entendre un extrait de texte écrit par toi-même. Est-ce que tu m'en veux beaucoup si on y renonce? Parce que le temps avance et Bien sûr, on va découvrir avec beaucoup de plaisir ta biographie au moment de la publication. Et j'aimerais bien te poser encore quelques petites questions concernant la convergence d'histoire entre la France et l'Allemagne. Parce que ça, on sait bien que l'histoire a été toujours écrite par les vainqueurs et normalement entre des pays qui étaient hostiles, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel d'arriver à des à une vue convergente d'histoire. Est-ce que les Français et Allemands ont réussi ça? Et peut-être
quels ont été les instruments pour le faire? Je fais encore une parenthèse parce que et un tout petit peu de publicité pour nous-mêmes parce que nous avons entre autres alors il faut savoir que Corinne de France a publié un grand nombre de livres sur des sujets très différents, mais traitant très souvent l'histoire franco-allemande, l'histoire française ou l'histoire allemande ou l'histoire commune et nous avons ensemble édité le Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945 en allemand et on prévoit une publication en français à la fin de cette année-là, ensemble avec Ulrich Pfeil et Nicole Collin. Justement, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble sur ces questions-là, mais j'aimerais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on a acquis cette convergence ou il reste encore des zones d'ombre ou des choses à faire entre les Français et les Allemands et l'histoire au moins récente? Ah, il reste toujours des choses à faire, ça, je n'ai pas de crainte qu'on soit au bout de notre labeur. Mais effectivement, je pense qu'il y a une convergence qui s'est établie, qui, comme tu le dis, n'était pas du tout évidente et qui résulte même de ce passé douloureux et d'initiatives qui avaient pu être, bon, trois guerres en trois quarts de siècle. Et je pense que les Français, les Allemands et plus largement sans doute les Européens ont appris de ces difficultés. Et déjà dans l'entre-deux-guerres, il y avait eu des tentatives, on avait bien compris, c'était déjà il y avait la guerre de 1870-71 et puis la Première Guerre mondiale. Donc il y avait déjà eu toutes sortes d'initiatives qui avaient au lendemain de la Première Guerre mondiale pour essayer que de part et d'autre, on n'instrumentalise plus l'histoire entre autres, pour créer cette image de l'autre comme ennemi héréditaire. Parce qu'il y a une véritable propagande, peut-on dire, enfin c'est un stéréotype négatif de l'autre qui a été construit au fil du 19e siècle, renforcé encore au début du 20e, de part et d'autre. Et je pense que, le fait que la guerre s'enracinait dans ces stéréotypes avait été compris par un grand nombre d'intellectuels déjà au moment de la Première Guerre mondiale. Et il y a eu des initiatives françaises, allemandes, dans le cadre de la Société des Nations, pour essayer de déconstruire ces stéréotypes et de consolider la paix, créer de la confiance. Il y a eu dès cette époque des projets de révision des manuels scolaires et d'écrire un manuel d'histoire franco-allemande qui avait été conçu par un médiéviste allemand et un historien catholique français. Donc cette idée que peut-être au lieu de mettre l'accent sur les conflits, sur l'histoire politique et militaire qui divise, il importait aussi d'enseigner aux élèves qu'il y a les convergences culturelles, les défis de société qui sont les mêmes de part et d'autre. Mais évidemment, le moment, la fin des années 20 et surtout le début des années 30 était difficile et tout ça a été balayé par l'arrivée des nazis au pouvoir, par la crise économique, par la montée des nationalismes dans les années 30. Et finalement, ces projets ne seront repris lentement qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, on ne partait pas de zéro. Il y avait déjà ces expériences qu'on avait faites et il y a eu sans doute... peut-être, on va dire, dans la boîte à outils franco-allemande, moi je vois trois instruments principaux qui ont permis d'aller vers une convergence des récits d'historiens, mais une convergence des sociétés globalement, qui sont effectivement tout le travail sur l'enseignement de l'histoire, la révision des manuels scolaires. Et on peut dire que de manière emblématique, cela aboutit à une initiative assez spectaculaire au début du XXIe siècle, à la demande d'ailleurs d'un parlement franco-allemand des jeunes. Des historiens français-allemands étaient chargés d'écrire un manuel scolaire commun
qui s'appelle Histoire, Geschichte, Histoire de l'Europe des origines à nos jours, en 3 volumes, et qui a été réalisé entre 2006 et 2011. C'est exactement le même manuel scolaire en français, en allemand, et qui s'adresse aux classes de lycée, donc les 3 dernières classes avant le baccalauréat et l'abitur. Et finalement, bon, l'écriture de ce manuel n'était pas un instrument de réconciliation ou de rapprochement dans le cas franco-allemand. C'est plutôt un symbole de la coopération et finalement, aujourd'hui, pour les historiens français et allemands, travailler sur l'histoire commune n'est plus un très grand défi. Et quand on interroge ceux qui ont participé à cette aventure, ils disent tous les chapitres qui ont été peut-être les plus délicats n'ont pas été les chapitres sur les guerres, les guerres mondiales ou la guerre de 1870, mais finalement, il y a eu plus de dissensions entre Français et Allemands quand il s'agissait de faire un bilan de ce qu'avait été l'histoire coloniale ou l'histoire de la guerre froide, qui n'a pas été vécue de la même façon en France et en Allemagne, mais pas tellement l'histoire commune sur laquelle il y a aujourd'hui des convergences d'interprétation. Convergences qui viennent du fait que depuis véritablement l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément de rencontres d'historiens, de rencontres d'enseignants. Les premières rencontres ont eu lieu à Speyer en 1948, donc avec d'autres, pas seulement franco-allemandes, mais avec d'autres Européens. Précisément pour sortir de ce cadre, on va dire, nationaliste, et essayer d'inclure dans l'enseignement la perspective de l'autre. Donc une approche qu'on appelle aujourd'hui multiperspective, où on va par exemple apprendre aux enfants français pourquoi en Allemagne la Première Guerre mondiale ne s'appelle pas la Grande Guerre, parce qu'il y a la mémoire d'une autre guerre qui est plus dominante aujourd'hui. Donc on leur apprend à changer le point de vue et à comprendre aussi les différences avec l'autre. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus généralement, l'enseignement rentre là-dedans, mais plus généralement, on a compris que pour asseoir la paix, établir la confiance, il fallait non seulement peut-être appréhender le passé douloureux, mais aussi regarder vers l'avenir et donner toutes ses chances à la jeunesse pour construire un avenir différent de ce qu'avait été le passé. Et dès l'immédiate après-guerre aussi ont lieu des premières rencontres de jeunesse, franco-allemandes, européennes, internationales, et qui discutent parfois de sujets difficiles. Hein. C'est pas toujours simplement des rencontres où on danse et où on parle de sujets qui sont communs, mais on a pu aborder dans ce cadre-là aussi des problématiques politiques, et c'est ce qui va les associations de la société civile qui portent souvent ces rencontres vont faire pression sur les gouvernements, et c'est un peu grâce à leur pression qu'est fondé un office franco-allemand pour la jeunesse en 1963, annoncé déjà par le traité de l'Élysée, le traité de coopération franco-allemande. Et cet office franco-allemand, donc qui a aujourd'hui largement plus de bientôt 60 ans, a contribué, a fait un travail formidable, parce que ce sont des millions de jeunes Français et Allemands qui se sont rencontrés dans ce cadre-là, qui sont parfois devenus des multiplicateurs eux-mêmes pour faire connaître l'autre, qui ont réussi complètement à se sortir de ces stéréotypes du passé, et ont été extrêmement soucieux de travailler ensemble, et dans un cadre pas seulement bilatéral, mais toujours plus européen. Et je pense que l'instrument office de la jeunesse
pour organiser des rencontres a été repris par d'autres dans d'autres cadres. Il y a maintenant un office germano-polonais pour la jeunesse, il y a un office régional pour les Balkans occidentaux, il y a un office germano-grec qui est le dernier né, je crois, dans la série des offices pour la jeunesse. Donc ça, c'est certainement un instrument très, très efficace pour créer un cadre de discussion. Et puis le troisième que je mentionnerais, c'est sans doute les jumelages, parce que les jumelages, bon, qui peuvent paraître à certains un petit peu démodés, mais on n'a pas trouvé mieux encore pour réunir ensemble des personnes de tout âge, de toute profession et de toute catégorie socio-professionnelle. Voilà. Cela me paraît aussi être la différence, ce que tu as par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres. Tu as parlé de Briand, de Stresemann, qui d'ailleurs ont eu le prix Nobel à l'époque pour leur action pacifique, qu'après 45, le franco-allemand est devenu moins élitiste, donc c'est beaucoup plus... Et ça continue d'ailleurs quand on regarde les programmes encore aujourd'hui de l'Office. Il y a cette volonté permanente de démocratiser l'accès aux relations franco-allemandes, que ce soit linguistiquement, c'est-à-dire il ne faut pas seulement donner accès à ces rapports à ceux qui parlent les deux langues, mais il faut aussi trouver d'autres moyens d'échanger. Mais aussi, ces dernières années, on a inventé beaucoup de programmes concernant la Duale Ausbildung ou les apprentis pour les faire échanger comme ça. Donc, ça continue, espérons dans le bon sens et bien entendu, encore une fois, dans les écrits et livres que tu as édités, que nous avons aussi avec le lexicon édité ensemble, on trouve tout un registre d'instruments supplémentaires, la commission d'histoire franco-allemande qui a ensuite été, comment dire, responsable pour toute une série de bouquins. Donc, il reste d'innombrables exemple. À mon avis, vraiment, la chose la plus importante, c'était que ça vient d'en bas, comme tu as décrit, c'est-à-dire de la société civile, une vraie volonté hein, de se réconcilier et en même temps d'en haut avec les instruments inventés par l'Allemagne et la France pour faire avancer cette idée. Voilà, je crois que ça, c'est l'élément clé, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il fallait pas opposer, enfin, dans l'entre-deux-guerres, c'était le temps des élites et maintenant, il y a ce phénomène de démocratisation, mais que les gouvernements ont besoin de la société a besoin des gouvernements et qu'on travaille dans cette interdépendance des uns et des autres. Et je pense à une dernière institution qui vient de se mettre en place très récemment, qui a juste un an, c'est le fonds franco-allemand citoyen, qui est finalement aussi un relais comme ça entre des gouvernements qui financent, qui mettent de l'argent à disposition pour des initiatives qui viennent de la société. Et justement, ça me donne l'occasion de te dire que je viens de déposer une demande au Fonds franco-allemand des citoyens, puisque nous voulons organiser une manifestation autour d'un ancien secrétaire général de l'OFAGE, Michel Culin, qui a beaucoup œuvré après 90, donc au moment de la réunification et nous allons nous poser la question dans quelle mesure le franco-allemand, comme on dit tout brièvement, a aussi participé à la réunification allemande. Voilà. Donc ça aussi, c'est une question très intéressante. Comment, par exemple, quelqu'un d'extérieur, donc la France, un troisième pour ainsi dire, a pu faire bouger les choses. Chère Corinne, on a déjà dépassé, je dirais pas largement, mais 10 minutes à peu près le format de cette rencontre, ce qui nous montre qu'on pourrait aussi continuer à parler pendant des heures sur le sujet évoqué, mais nous nous réjouissons de voir ton ouvrage à l'automne sur Françoise Frenkel, ça va paraître chez Gallimard, et nous aurons peut-être dans un proche avenir l'occasion d'en reparler ou d'aborder d'autres sujets, parce que je sais que tu vas pas t'arrêter là, mais écrire beaucoup d'autres livres
passionnant et intéressant. Dernière petite question peut-être pour nos spectateurs, auditeurs. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le CNRS. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire parce que tu es professeur en histoire. Donc, c'est une institution particulière, si j'ose dire, française. Tu pourrais nous en dire encore quelques mots, s'il te plaît. Oui, alors le Centre national de la recherche scientifique a été fondé en 1939, en marge des universités, pour essayer de booster à l'époque, un petit peu la recherche française, et c'est une institution qui couvre un peu tous les champs de la recherche. Alors essentiellement ce qu'on appellerait en allemand les Naturwissenschaften, ou les sciences de l'ingénieur aussi, mais il y a quand même un département des sciences humaines et sociales. Et après des décennies où la recherche au CNRS s'est faite parfois en conflit avec celle qui se faisait avec l'université, on peut dire que depuis les années 70, on a un système de convergence, et maintenant on a la plupart des instituts qui sont des instituts communs à l'université et au CNRS, et l'institution dans laquelle je travaille moi-même, qui s'appelle CIRIS, Sorbonne Identité, Relations internationales, Civilisation de l'Europe, est en est l'illustration. C'est un institut qui relève à la fois des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, et du CNRS. Voilà. Donc, Merci merci. beaucoup, Corinne, pour ces explications concises et précises. Et encore une fois, merci beaucoup de ta disponibilité. Et puis, bon, comme je dis, on va découvrir bientôt la biographie. Non, si, la biographie, mais certainement aussi les recherches que tu as pu faire sur Françoise Fréquel. Merci beaucoup, Joachim. Merci beaucoup à l'Institut Goethe de m'avoir Merci proposé aussi cet à, voilà. entretien. Et merci aussi à nos amis de l'Institut français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. soirée.